Bienvenue dans le podcast Corylus. C'est la série de podcasts destinée aux professionnels de la santé qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur logiciel Care Connect. Je m'appelle Dieter et dans chaque épisode, je discute avec un expert qui vient présenter une nouvelle fonctionnalité de votre logiciel. Et dans la première série d'épisodes, nous nous attardons sur la fonctionnalité de 2025, à savoir le Care Connect AI Assistant pour les médecins généralistes. Et c'est vraiment un outil révolutionnaire qui, grâce à un microphone, transcrit vos consultations et les transforme en quelques secondes en un rapport codé pour votre dossier. Bonjour Björn. Björn, aujourd'hui nous allons parler de la sécurité du Care Connect AI Assistant. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Et tu es, si je ne me trompe pas, Quality and Compliance Manager chez Corylus. C'est tout un titre. Dis-nous, que fais-tu exactement dans ton travail ? Oui, nous sommes responsables de la rédaction des documents de politique, donc des règles, pour ainsi dire, concernant la cybersécurité, la gestion de la qualité et la confidentialité, ou le RGPD. Et en plus de la rédaction, il faut bien sûr aussi effectuer des contrôles réguliers. C'est aussi quelque chose que nous organisons régulièrement en interne pour vérifier auprès des différentes équipes que les règles sont correctement suivies. Et nous accompagnons également les auditeurs externes dans l'organisation lorsqu'ils viennent effectuer notre contrôle annuel pour notre certification. Ça a l'air plutôt important. Et tu ne fais pas ça tout seul, mais avec quelques collègues. Oui, en effet, nous avons une équipe au sein de Corylus qui s'en occupe. Nous avons par exemple aussi un DPO, un Data Protection Officer, qui est spécifiquement spécialisé et travaille activement autour du RGPD. Oui, le RGPD me semble aussi très important dans le développement de nouveaux outils, surtout quand il s'agit d'IA, comme dans ce cas-ci. Donc je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, Björn. Très bien, allons-y. Cher Björn et chers spectateurs ou auditeurs, peut-être commencer par expliquer brièvement comment ce podcast est structuré. Dans chaque épisode, nous parcourons ensemble 5 rubriques fixes. Cela peut par exemple être un chiffre marquant, un médecin généraliste qui pose une question, mais nous commençons toujours de façon brève et légère avec une sorte de quick scan. Il s'agit de quelques questions courtes pour présenter notre invité, en l'occurrence toi, à nos spectateurs ou auditeurs. Es-tu prêt, Björn ? C'est ça ? Je pense que oui. Ok, aujourd'hui nous parlons de la sécurité des données. La sécurité des données, c'est un sujet assez complexe. Est-ce un sujet dont tu parles parfois, par exemple, avec ta famille ou tes amis ? Oui, tout à fait. De plus en plus finalement. On en parle aussi de plus en plus dans les médias. Les gens en prennent de plus en plus conscience et que cette sécurité n'est finalement pas toujours évidente. Quelles sont alors les questions que tu entends de la part des autres ? Oui, plus concrètement, comment est-elle protégée ? Peut-on travailler avec cette application en particulier, par exemple ? Oui, c'est quelque chose d'américain, quelque chose de chinois. Est-ce sûr ? Peut-on faire confiance à cela, ce genre de questions ? Oui, tu peux aussi. J'imagine aussi qu'à l'ère de l'IA, ces questions ne font qu'augmenter. Oui, en effet. Ce sont un peu les questions récurrentes, les mêmes qu'auparavant, mais elles reviennent effectivement de plus en plus parce que cela devient une commodité. Oui, tu y es. Dans ta vie professionnelle, tu travailles avec la sécurité des données. Dans ta vie personnelle, es-tu aussi quelqu'un de prudent qui évite les risques ou plutôt quelqu'un qui ose ? Je pense que je l'applique aussi un peu dans ma vie quotidienne également. Ce n'est pas que tu as fait de ta passion ton métier ? En partie, oui. Je viens en fait du monde de l'informatique pure et dure. Cela a bien sûr naturellement évolué vers ce que je fais aujourd'hui, avec toutes les ramifications que cela implique. D'accord. Maintenant, quand on pense à la sécurité des données, on pense spontanément au phishing. C'est peut-être la forme la plus connue d'atteinte à cette sécurité. Quel est le dernier message de phishing que tu as reçu ? C'était il y a déjà un moment ou pas ? Non, ça arrive régulièrement. Je pense surtout sur nos boîtes mail personnelles aussi. Et cela concerne principalement un compte bol.com qui aurait expiré, ou bien la banque qui souhaite effectuer une mise à jour de sécurité, ou encore toutes ces choses, ce genre de situation, par exemple. Et toi, en tant qu'expert, tu les reconnais tout de suite, ou pas toujours ? Oui, nous devrions quand même pouvoir reconnaître cela très facilement. Bien sûr, je ne dirai jamais que je ne tomberai jamais dans ce piège, car les criminels deviennent eux aussi de plus en plus habiles. Donc oui, il faut être vigilant jusqu'à en devenir lassant. À propos de cette vigilance... Oui, maintenant concernant cette efficacité, imaginons que je sois médecin et que je te pose la question, quel serait pour toi le conseil ultime ou un conseil gratuit que tu pourrais donner aux médecins généralistes en matière de cybersécurité ? Je pense, oui, il faut toujours être sur ses gardes, et si quelque chose semble vraiment trop beau pour être vrai, c'est souvent effectivement le cas. Donc tu restes bien certainement très vigilant à ce sujet.
Est-ce- Oui, c'est tout de suite un bon conseil pratique. Merci pour cela. Nous allons passer directement au Care Connect AI Assistant. Nous allons en parler un peu plus, approfondir le sujet. Et j'aimerais commencer, Bjorn, par un chiffre très frappant. Ce chiffre frappant est 45. Ce qui ressort lors du développement de l'outil, du Care Connect AI Assistant, c'est qu'une étude a été menée auprès des médecins généralistes. Et ce qui m'a frappé, c'est que 45% de ce panel de tests a en fait indiqué que les données, la confidentialité et la sécurité des données restent une préoccupation importante lors de la transcription automatique de ces consultations. 45%. Question pour toi, est-ce beaucoup, est-ce peu? Que signifie ce chiffre? Je ne trouve pas que c'est un chiffre qui me surprend immédiatement. Je pense qu'il est tout à fait normal que les médecins généralistes posent beaucoup de questions dans ce cas, beaucoup de questions critiques, principalement parce qu'il s'agit tout de même d'une technologie assez nouvelle. Oui, et aussi un public critique. C'est un public critique et je pense que c'est tout à fait normal de la part de ces personnes qu'ils posent ces questions, pour être certain que leurs données sensibles sont traitées de manière sûre et conforme au RGPD. D'accord, est-ce une préoccupation justifiée? Je pense qu'ils doivent absolument se poser des questions à ce sujet et agir en toute conscience. Qu'ils soient certains que le partenaire avec lequel ils collaborent et les fonctionnalités qu'ils utilisent soient mises en œuvre de manière sûre et fiable. Oui, c'est aussi une fonctionnalité spéciale. Ce n'est peut-être pas vraiment comparable à une mise à jour ou fonctionnalité standard. Nouvelle fonctionnalité, car cette fois, c'est de l'IA. Penses-tu que c'est peut-être aussi à la base de ce chiffre, le fait que cela concerne l'IA, que les gens sont particulièrement critiques? Oui, c'est un peu un mot à la mode, c'est une tendance en ce moment, donc je pense que c'est très nouveau pour beaucoup de ces personnes, et il n'est peut-être pas toujours bien compris comment tout cela fonctionne, donc oui, qu'il y ait un peu plus de questions à ce sujet, je pense que c'est tout à fait normal. Mais je ne dirais pas qu'ils sont plus inquiets ou que c'est un chiffre étrange. Oui, cette préoccupation, c'est pour cela que nous sommes ici, pour clarifier certaines choses. C'est un sujet vaste, la cybersécurité, la protection des données, mais c'est positif, car dans ce podcast, nous avons une rubrique spéciale pour approfondir et mettre en lumière ces aspects. Cela s'appelle l'enquête. D'accord, Bjorn. En ce qui concerne la sécurité des données, en fait, je pense que cela se divise en deux parties. Corrige-moi si je me trompe. D'une part, il y a la cybersécurité, donc s'assurer que c'est fiable, que c'est protégé contre les hackers, etc. Et d'autre part, il y a la question de la confidentialité, être conforme au RGPD, etc. Donc en fait, garantir que ces données sont traitées de manière confidentielle, qu'elles ne tombent pas entre les mains d'une autre partie. Commençons peut-être par le premier point, la cybersécurité. Oui, en tant que développeur de logiciels, comment pouvez-vous en fait garantir cela à votre public, à vos clients? Je pense qu'en premier lieu, chez Corylus, nous avons une équipe dédiée, qualité et conformité. Et nous avons les règles nécessaires à cet égard. Nous avons mis en place ce qu'ils appellent un système de gestion de la sécurité de l'information. Et c'est un mot très compliqué pour ce que cela veut en fait dire. C'est un ensemble d'accords que nous établissons et dont toute l'organisation tient compte lors du développement. Ce ne sont pas non plus des accords que nous avons tous inventés nous-mêmes. Nous nous basons, pour cela nous nous appuyons sur les meilleures pratiques. S'agit-il de normes internationales ou comment dois-je comprendre cela? Oui, en effet. L'une de ces normes reconnues est l'ISO 27001. C'est un certificat. C'est un certificat, mais c'est aussi un cadre qui définit toute une liste de règles et d'accords qu'une organisation doit alors appliquer. Et dois-tu appliquer cela systématiquement à chaque nouvelle fonctionnalité ou à chaque nouvelle mise à jour, ou est-ce quelque chose de spécifique à l'IA? Non, pour tous les développements qui ont lieu, nos équipes suivent déjà tous ces accords, tous ces contrôles, toutes ces mesures, afin de garantir de mettre sur le marché un produit aussi sûr que possible. Je t'entends dire contrôle. Y a-t-il aussi des tests faits, par exemple avec des hackers ou quelque chose comme ça? Oui, il y a régulièrement des tests de pénétration, comme on les appelle, ou des tests de sécurité d'une application, et alors des hackers éthiques interviennent. Ce ne sont pas des criminels, mais des personnes bien intentionnées. C'est vous qui les engagez, c'est nous qui les engageons. C'est un partenaire externe que nous utilisons à cet effet, et ils vont essayer d'abuser de l'outil ou de s'introduire dans l'outil avant qu'un véritable criminel ne puisse le faire. Et cela nous permet aussi d'apporter des modifications avant de le lancer sur le marché.
Oui, d'accord. Et dois-tu alors, parce que c'est un outil d'IA, offrir certaines autres garanties par rapport à un logiciel non basé sur l'IA, si je peux le formuler ainsi? Oui, c'est quand même un peu différent d'une application standard, car ici, il y a tout de même des risques supplémentaires, comme par exemple les hallucinations dont il faut tenir compte. Explique les hallucinations. Oui, c'est en effet un peu comme une intelligence artificielle. Il n'y a pas vraiment de règles strictes et elle peut parfois remplir certaines choses d'elle-même et parfois elle va sortir des choses qui ne sont en fait pas logiques ou qui ne sont pas correctes. On l'a peut-être tous déjà vu ou entendu avec ChatGPT, il en sort parfois des choses étranges, n'est-ce pas? Et là, il y a certaines mesures que tu peux mettre en place pour limiter cela autant que possible. Mais il y a aussi d'autres aspects. Avec l'IA, il faut aussi tenir compte de l'éthique, de la discrimination, ou éviter que le modèle produise des résultats discriminatoires. Et qui s'en occupe? S'agit-il de ces hackers éthiques ou est-ce quelque chose que vous prenez en charge en C'est une partie? partie, nous devons ces configurations les paramétrer. Nous devons nous assurer qu'il y a tous les contrôles nécessaires, mais des hackers vont essayer d'obtenir des informations discriminatoires. Regardez, vous devez affiner les réglages. D'accord. Oui. Donc, en fait, après le développement, il y a toute une série de tests à passer avant que le produit puisse vraiment être lancé sur le marché. Très bien, parfait. Très pertinent, très intéressant. La deuxième partie de la sécurité des données concerne davantage la vie privée. Et si je ne me trompe pas, et corrige-moi à nouveau, Bjorn, si je dis quelque chose de faux, il s'agit en fait d'un microphone qui capte le son, l'audio, dans la salle de consultation. Et sur cette base, le CareConnect AI Assistant génère un rapport écrit pour le dossier patient ici. Alors, que se passe-t-il en fait entre-temps avec ces enregistrements audio? Ils sont enregistrés, donc cela flotte quelque part dans le cloud, n'est-ce pas? Que se passe-t-il exactement avec cela? Ces fichiers audio vont effectivement vers le cloud. Là, ils sont ensuite convertis de la parole en texte. Et une fois la consultation terminée et que le médecin généraliste a accepté et confirmé sa note, son résumé, alors l'audio et la transcription disparaissent également. Donc rien n'est conservé à ce niveau-là. Et le propriétaire doit-il faire quelque chose pour cela ou est-ce que c'est automatiquement intégré dans le logiciel? Non, c'est intégré automatiquement. Nous appelons cette mesure la rétention zéro. Donc en fait, rien n'est jamais conservé. Et est-ce légal, une norme internationale ou spécifique que vous avez intégrée pour cet outil, car il s'agit de données sensibles, les données des patients? Ce n'est pas une obligation légale, mais nous avons choisi cela comme des mesures, parce qu'il y a d'autres parties impliquées. Il s'agit de données sensibles, nous voulons limiter le risque d'abus. Et dans ce cas, la rétention zéro est une des possibilités pour prévenir les abus. D'accord. Peut-être tu parlais d'autres parties prenantes. L'une d'elles est Cavell, si je le prononce correctement. C'est en fait le partenaire, si je ne me trompe pas. C'est une start-up qui, à ma connaissance, a développé la technologie d'IA en collaboration avec Corylus ou pour Corylus. Comment garantissez-vous alors que ce partenaire, car c'est un tiers, qu'ils ne font rien avec les données des patients? D'un côté, nous avons bien sûr les accords contractuels où cela est clairement stipulé. Nous avons intégré les clauses nécessaires. Nous avons aussi des mesures supplémentaires, comme la pseudonymisation. C'est peut-être un mot difficile, mais cela signifie que les personnes de Cavell ne reçoivent pas toutes les données personnelles. Par exemple, elles ne reçoivent pas le nom du médecin généraliste, mais un identifiant unique. Donc ils ont un numéro, mais ils ne savent pas lequel, ni la nature qui se cache derrière. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec eux pour nous assurer que toutes ces configurations, toute cette mise en place, se font bien conformément aux accords contractuels. Je suppose aussi que tu ne prends pas une telle décision à la légère en choisissant un partenaire de ce type. C'est aussi une entreprise belge. Était-ce un choix délibéré d'opter pour un partenaire local et non pour une entreprise américaine quelconque ou une société qui ne respecte peut-être pas autant la réglementation européenne? Oui, je pense que dans notre contexte, il est effectivement important de choisir au moins un partenaire européen pour ce type de fonctionnalité. Et un partenaire qui est également situé en Belgique et même à Gand, c'est évidemment beaucoup plus facile pour collaborer. Et ils doivent aussi répondre aux mêmes exigences que nous. D'accord, donc je comprends que ces données sont traitées avec la plus grande prudence. Maintenant, on pourrait aussi penser que ces données ont aussi une certaine valeur. On pourrait aussi utiliser ces données, par exemple, pour établir des statistiques sur certaines maladies, le diabète, certains diagnostics.
Est-ce que cela se fait? Ces données sont-elles également utilisées de manière bénéfique? Non, je peux être assez bref à ce sujet. Nous n'utilisons les données que pour les finalités pour lesquelles les médecins vont les utiliser. Nous devons également travailler selon les principes et les règles du RGPD. Donc nous ne pouvons pas simplement les réutiliser. Bjorn, en tant que médecin, dois-tu en fait demander l'autorisation à ton patient pour utiliser cet outil d'IA? Non, il n'est pas nécessaire d'obtenir un consentement explicite dans ce cas, car ici, c'est le médecin généraliste qui choisit quelle technologie ou quel moyen il utilise pour effectuer une consultation. Il est bien sûr recommandé d'informer le patient de l'utilisation de l'IA. Cela peut se faire par exemple à l'aide d'un support qui se trouve dans la salle de consultation, afin que le patient voit immédiatement que de l'IA ou une technologie est utilisée ici. Et dans un souci de transparence, je suppose que tu expliques cela très brièvement. C'est aussi pour maintenir le lien de confiance avec ton patient, n'est-ce pas? Peut-être une dernière question. Nous parlions tout à l'heure des cybercriminels, des hackers éthiques, et ainsi de suite. Maintenant, l'IA est en plein développement. Je suppose que ces cybercriminels, ces hackers, utilisent eux aussi l'IA pour s'introduire dans des systèmes numériques. Alors, comment faites-vous vraiment chez Corylus pour que la sécurité de cet outil évolue constamment également avec les évolutions de l'IA? Oui, nous. Dans le concept de sécurité, il y a un principe d'amélioration continue, donc il faut sans cesse remettre en question et tester ses applications, son développement. Ainsi, cela nous permet bien sûr de rester à jour avec les nouvelles tendances, les nouvelles découvertes ou les nouveaux abus qui pourraient éventuellement apparaître. Ce qui nous permet aussi de nous adapter en permanence et de rester à jour. Oui, l'outil évolue donc en permanence avec les dernières connaissances et les tendances les plus récentes. D'accord, très bien. Merci Bjorn. Je pense que nous avons couvert la sécurité de manière assez complète. Enfin, presque complètement, car il y a quand même une question, et je l'ai trouvée assez remarquable, qui est revenue plusieurs fois auprès du public test composé de médecins. Il y avait en effet plusieurs médecins qui se posaient une question bien précise, et j'aimerais te la soumettre. J'ai lu sur le site web de Corylus que les conversations enregistrées par l'assistant Care Connect AI sont envoyées à des tiers comme OpenAI, l'organisation derrière ChatGPT, pour être traitées. Ces données patients ne sont-elles pas utilisées pour entraîner ChatGPT et d'autres modèles d'IA? Oui, cela me semble effectivement une question pertinente. Ces données des patients, nous en avons déjà parlé. Sont-elles utilisées d'une manière ou d'une autre pour entraîner ChatGPT ou d'autres modèles? Non, je peux aussi être très bref à ce sujet. Non, et nous veillons également à cela, d'une part contractuellement. C'est imposé de manière assez stricte. C'est donc un contrat avec OpenAI. Ou comment cela se passe-t-il alors? Il s'agit en effet d'un contrat conclu avec les personnes derrière ChatGPT ou OpenAI, où cela est indiqué de manière très explicite. Cela dépend aussi du type de licence que vous prenez, donc vous pouvez également le configurer vous-même, c'est donc aussi imposé de cette manière. Et bien sûr, nous avons aussi mis en place des mesures complémentaires comme la politique de rétention zéro, ce qui signifie que rien n'est conservé sur les systèmes d'OpenAI. Nous avons aussi veillé à ce que tous les traitements soient faits sur des serveurs européens. D'accord, c'est une garantie supplémentaire pour l'avenir que rien ne se passera avec ces données. Cela offre tout de même certaines garanties de la part de l'Europe, à savoir qu'ils respectent également les règles telles que nous les attendons au sein de l'Union européenne. Claire. En d'autres termes, les consultations chez nos médecins généralistes sont et restent toujours totalement confidentielles. Oui, c'est limpide. D'accord Bjorn, je pense que nous pouvons doucement aller vers une conclusion, n'est-ce pas? Bien Bjorn, merci pour ta franchise et je pense que nous avons couvert la plupart des questions de nos médecins, surtout celles concernant les données, la sécurité et la confidentialité des données. Mais peut-être, pour conclure, ou pour finir en beauté, encore une dernière question et tu peux répondre brièvement. Supposons que je sois un médecin et que j'ai encore quelques inquiétudes concernant l'IA ou l'outil. Si tu pouvais me donner un seul conseil en or ou une seule recommandation, quel serait-il? Eh bien, je dirais que l'IA est un outil. Elle ne vous remplace pas en tant qu'expert médical. Certainement pas. Donc, vérifiez toujours les résultats de la fonctionnalité d'IA. Oui, en effet, je reste l'expert. L'IA ne pose pas de diagnostic. C'est simplement pour faciliter l'administration, c'était bien ça? Oui, en effet, c'est exact.
Bjorn, merci beaucoup d'être venu dans ce studio. J'ai trouvé cela très intéressant. J'espère qu'il en sera de même pour nos téléspectateurs et auditeurs. À la prochaine. Avec plaisir, au revoir. C'était tout. Merci d'avoir regardé cet épisode du podcast Corylus. N'hésitez pas à consulter AI.corylus.be si vous souhaitez en savoir plus sur Care Connect AI Assistant. Vous voulez commencer tout de suite avec l'assistant IA? C'est possible. Commandez dès maintenant votre kit de démarrage sur ai.corylus.be. J'étais Dieter et ce fut un honneur pour moi. À la prochaine fois.